Et bonsoir, bande de petites tourterelles migratrices de l'Océanie. Comment allez-vous? J'espère que ça va bien. Je vais très bien. Je suis toujours ici présent pour vous parler encore une fois de combats là, qui vont peut-être ou peut-être ne pas avoir lieu ce samedi. Parce que ça a l'air que tout le monde pogne la COVID dans l'UFC c'est ainsi, puis que on passe de comme 11 combats à 7 combats de façon assez fréquente sur les cartes. Donc là, il y en a 13. Je vais vous parler des 13. Il y a sûrement 4 là-dedans qui n'auront pas lieu, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qu'on a à faire. C'est l'UFC Vegas 10. Le main event, c'est un main event de remplacement, évidemment. Michelle Waterson contre Angela Hill. On devait avoir Glover Teixeira face à Thiago Santos, puis ça aurait vraiment été une bonne carte. C'est ça qu'on avait eu comme main event avec Hill Waterson dans le co-main event. Ça aurait été une très belle carte. Là, c'est juste une carte. Puis, je pense qu'il n'y a pas des mauvais combats, mais il n'y a pas rien qui me donne envie de me sacrer en bas de ma chaise non plus. Dont le main event, là, notamment, je pense que c'est un combat que, oui, gagne probablement à être 5 rounds. Mais est-ce que, tu sais, c'est comme, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encerclé ça sur son calendrier en disant, oh shit, Hill contre Waterson, je peux absolument pas manquer ça, sinon je vais mourir? Pense pas. Mais on va en parler immédiatement pour ce qui en est du match-up. Pourquoi j'ai comme vraiment l'impression qu'Angela Hill va gagner ça facilement? C'est sûr, la trajectoire de leur carrière, c'est peut-être ça qui me donne ce feeling-là. On a Waterson qui a eu des belles victoires, mais là récemment, affronte l'élite de la division. Là, elle devait potentiellement avoir un title shot. Et puis elle s'est mise à affronter des combattants très élites, genre Carla Esparza, puis à perd. Et puis Angela Hill, elle, a toujours pas mal perdu contre les combattantes élites dans la division, qu'elle affronte d'ailleurs depuis, comme disons, 2 ou 3e pro fight. Elle est maintenant rendue à 20 parce que la pitoune elle se bat littéralement 4 à 5 fois par année. C'était d'ailleurs la gimmick dans le début de l'année. Là, on l'a pas vraiment vu depuis le début de la pandémie, mais de retour. Puis ça va comme être son 4e combat déjà en 2020, même si ça doit faire comme 3 4 mois qu'on ne l'a pas vu. Elle avait beaucoup squeezé de combats là, dans la première partie de l'année. Puis ça avait très bien été pour elle. Elle était même rendue sur une winning streak. Affronter Claudia Gadella. Puis je pense que c'est vraiment ça qui me fait comme pencher en faveur de Hill ici. C'est que, ben dans le fond, Angela Hill a perdu par décision partagée contre Claudia Gadella dans un combat qu'il y a beaucoup de gens qui le donnaient à Hill, et dans un combat où il n'y avait aucun doute que si c'était sur 5 rounds, Angela Hill allait le gagner. On peut pas dire la même chose de Waterson par rapport à Claudia Gadella cependant, parce que Gadella, tu le sais, elle a 2 rondes et demi at best de cardio, puis après ça, la fille va être complètement gassed out, puis tu peux un peu comme take over le combat à partir de là. Je pense pas que ça va être le cas pour Michelle Waterson, mais ça va toujours être son size, là, le plus gros problème à Michelle Waterson, puis j'ai comme l'impression que t'as 2 filles qui veulent se battre at range, t'en as une que son range va être juste vraiment plus loin que le range de l'autre. Tu sais, pour que Michelle Waterson soit à distance d'Angela Hill, étant comme littéralement, tu sais, je le dis à toutes les fois qu'elle se bat, mais Michelle Waterson, c'est une 105 livres, c'est probablement la meilleure 105 livres au monde. De là, pourquoi elle est capable d'être une top 10 dans une division de poids qui est 10 livres plus lourde dans l'UFC, vu qu'il n'y a pas 105 livres, puis il y aura probablement jamais 105 livres dans l'UFC, c'est comme 4 filles qui existent, puis le reste, c'est des japonaises avec des fiches de 12-12. Mais non, c'est ça, c'est que Angela Hill, très bonne at range, très bonne pour gérer son range, de plus en plus bonne pour gérer son range. Et ben, son range va être beaucoup plus loin que celui de Michelle Waterson. Le Michelle Waterson va probablement être à distance de kick quand Angela Hill va pratiquement pouvoir la toucher avec ses mains. Donc, je pense que ça va être ça le gros enjeu du combat debout pour Michelle Waterson. Puis elle est bonne pour s'ajuster. C'est une belle combattante qui est technique. Puis aussi qui est une bonne kicker. Donc, qui va quand même essayer de garder un certain range. Même si Michelle Waterson est en la distance pour frapper Angela Hill, que ce soit avec ses mains ou avec ses pieds, c'est sûr à 100% qu'Angela Hill est aussi en mesure de frapper Michelle Waterson à cette distance-là. Puis, Waterson a toujours été surprenante au sol, genre probablement même une meilleure grappler puis submission fighter, ben, pas une meilleure, mais plus propice de finir un combat au sol par soumission que de vraiment passer un KO à quelqu'un debout. Même si elle a des très belles techniques, le fait qu'elle est juste trop petite pour la division, ça fait qu'elle n'a pas le punch ou le kick pour vraiment knocker personne. Angela Hill non plus, mais
c'est tellement amélioré au sol, autant de façon offensive que défensive. Là, on voit sur cette carte-là, il y a beaucoup de gens qui sont bons offensivement à grappling, mais défensivement, il y a des grosses lacunes. Angela Hill s'est beaucoup améliorée dans ces deux aspects-là, ce qui fait qu'elle est autant capable, elle a déjà du beau mouvement debout, elle est autant capable d'éviter les takedowns que de les défendre quand quelqu'un réussit à être sur sa jambe, que de elle-même aller chercher ses takedowns puis faire des beaux scrambles au sol, trouver des soumissions dans des transitions, c'est des choses qu'elle fait de plus en plus. Fait que j'ai comme juste l'impression que Angela Hill est comme meilleure que jamais en ce moment. Puis Michelle Waterson veut pas. Ça fait longtemps qu'elle se bat. C'est une vétérane du sport, maintenant rendue à comme 25 Pro Fight, mais ça remonte à longtemps. C'est la championne 105 livres Invicta avant de comme perdre cette ceinture-là, puis d'aller à 115 livres, puis d'après se battre dans l'UFC. Puis ça fait longtemps. Donc j'ai l'impression que Angela Hill va avoir un avantage debout à cause de son reach. Considérant qu'on a deux bonnes strikers que je dirais de niveau égal, mais t'en as juste une qui va être beaucoup plus grande que l'autre. Surtout qu'Angela Hill est faite sur le long. Là. C'est pas une grosse tic 115, pas quelqu'un qui est tellement forte physiquement non plus, mais contre quelqu'un qui sera pas si forte physiquement que ça pour la division. Son frame va beaucoup l'aider dans ce combat-là. C'est pourquoi j'ai Angela Hill par décision. Ensuite, je dirais bien co-main event, mais écoutez, à cause de l'annulation de Santos Teixeira, je suis pas sûr de l'ordre de la carte. Je le prends toujours sur le ESPN Fight Center, que c'est toujours la meilleure ordre, mais c'est assez souvent, il shuffle un peu le jour du combat. Puis je serais vraiment surpris là, de voir Othman Azatar face à Kama Worthy comme co-main event de la carte, quand c'est comme deux des combattants les moins connus sur toute la carte. Pour l'instant, c'est quand même ça. Fait pour ce qui est de l'ordre, là, ça sera déterminé, mais moi, c'est comme ça que je le lance en ce moment. Fait que c'est comme ça que je vais vous la faire. Bref, Othman Azatar et Kama Worthy, c'est un bon combat debout. T'as quelqu'un qui va littéralement balls to the walls au premier round, puis qu'après le premier round, on sait pas trop à quoi s'attendre de lui. En Othman Azatar contre Kama Worthy, qui, étrangement, s'est souvent fait pincer au premier round quand il a perdu ses combats, puis qui a tendance à genre lander des counters un peu miraculeux et finir ses adversaires. Du moins, depuis son arrivée dans l'UFC, puis pour vrai, pas tant que c'est amélioré. Kama Worthy a pas mal toujours eu la même game, lance très peu, essaie vraiment de trouver le counter parfait, mais on dirait qu'il passe tellement de temps à essayer d'avoir des reads sur son adversaire que il finit par les avoir, veut pas, puis avant la fin du troisième round, il est toujours capable de placer un coup de poing qui est capable de changer l'issue du combat, soit qu'il le termine, soit qu'il force son adversaire à shooter dans un takedown de marde puis il passe une guillotine, soit qu'il fait juste faire assez mal pour complètement changer le momentum du combat puis gagner ce round-là, même si des fois c'est pas toujours assez. Fait que dans le fond, c'est soit qu'Azatar gagne par KO au premier round ou probablement qu'il va se faire pincer dans les later rounds. J'ai du fun, moi, à voir Kama Worthy, sa genre de renaissance. C'est quelqu'un qui est arrivé un peu sans histoire dans l'UFC, une fiche de 14-6, affrontait Devante Smith. Là, bon, c'est quelqu'un qui arrive dernière minute, qui vont feed un très bon prospect. Puis là, bang, il y a Naoki Smith. Puis là, bang, vient de finir Luis Peña. Donc, je pense que c'est now or never pour Worthy. Puis j'ai eu du fun à voir ce run-là. Azatar est un fun action fighter qui est encore invaincu, mais qui n'a pas affronté encore le calibre de compétition que Worthy a affronté. Donc, je vais aller avec Worthy, moi, ici. Pourquoi pas, je vais me permettre ça. Ensuite, Roxanne Modafferi, Andrea Lee. Et quand je disais tantôt, tu sais, des combattants qui sont des bonnes grapplers offensives, mais que défensivement, c'est comme un void complet. C'est Andrea Lee. Mais Andrea Lee, c'est comme ça, autant debout qu'au sol. Quand elle est sur l'offensive, elle crée des belles choses avec ses mains. Elle a une belle kick game. T'es genre, il y a de quoi là? En plus, elle est forte physiquement. C'est une bully, tu sais, à l'avance. Puis elle intimide ses adversaires. Puis le whoop, elle switch ça. Puis va chercher un beau takedown. Puis elle s'installe sur le top. Puis elle a du beau ground and pound. T'es genre, wow, c'est une des meilleurs fighters que j'ai vu. Puis là, moindrement que son adversaire flippe un peu la switch puis essaye de quoi sur elle, tu te rends compte que son defensive striking est absolument nul. La fille est vraiment
prône à se faire frapper très très fort d'en face en plein milieu d'un échange. Même affaire, elle plante tellement ses pieds pour genre y aller all-in sur un punch qui arrive pas si vite que ça pour une women's flyweight que c'est comme facile de juste passer en dessous puis la prendre en déséquilibre puis la takedown puis un coup sur son dos. C'est pas la fille qui a le plus de réponses non plus de comment se sortir de cette position-là. Puis tu sais, c'est que oui, Andrioli s'est amélioré depuis sa première défaite contre Modafferi parce que c'est absolument un rematch ça, mais elle était tôt dans sa carrière dans sa première défaite contre Roxy. Elle s'est beaucoup améliorée depuis, mais je trouve qu'elle s'est plus améliorée dans ses forces que dans ses faiblesses, ce qui est complètement le contraire de Roxanne Modafferi qui est de mieux en mieux debout et qui a de moins en moins besoin de se fier sur son grappling pour gagner. Des fois, ça fait juste qu'elle essaie de striker pendant 15 minutes avec Lauren Murphy sans trop grapple puis qu'elle perd. Fait que ça joue pas toujours dans la bonne direction pour Roxy, mais Andrioli est comme... Elle va tellement donner des chances à Roxanne Modafferi de la takedown, puis Roxanne l'a déjà battue de cette façon-là. Donc, à moins que Roxy soit tellement tombée en amour avec ses mains qu'elle abandonne complètement son grappling, je pense qu'elle a des bonnes chances de gagner ce combat-là, même si je pense que j'ai vu les odds puis elle est largement underdog. J'ai quand même Roxanne Modafferi, moi, par décision ici. Ensuite, oh là là, c'est un combat qui me donne de la misère sur cette carte-là. Ederman, Mike Rodriguez. L'affaire, c'est que Mike Rodriguez, oui, at range, il va absolument péter Ederman. Mais, si on regarde tous ces finishes dans l'UFC contre Marcin Prachnio, notamment que ça vient d'arriver comme il y a quelques semaines, là, avec qui était genre co-main event somehow, là, de la carte qui est surtout avec genre 5-6 combats, 7 combats dessus. Puis, tu sais, tu regardes ce finish-là, tu regardes la majorité de ses autres finishes en carrière, c'est dans le clinch. Dans le clinch, c'est comme là, tu veux pas t'aller avec Ederman, que oui, il est slow, puis oui, tu te demandes comment il est encore là, mais il est durable, il est là pendant 15 minutes, puis si tu lui laisses la chance d'être dans le clinch, lui aussi, il est absolument létal avec ses coudes, ses poings et ses genoux dans le clinch, puis il a des bons foot trips, puis il va avoir un très gros avantage de grappling sur Mike Rodriguez qui est comme presque strictement un striker. Puis je le sais que Ederman a tendance à vouloir garder ça debout. Puis le clinch, ça va être très dangereux parce que je pense que c'est la spécialité des deux. Je pense qu'Ederman, s'il est capable d'aller chercher des foot sweeps de là, puis juste amener le combat au sol, puis gagner le combat avec son top control et son ground and pound, ça serait la manière de faire. Je ne sais pas si je peux me fier sur lui pour faire ça, mais on a vu Mike Rodriguez perdre des combats. Fait que si Ederman est moindrement checker un peu de tape puis qu'il veut aller chercher son win bonus, c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Puis pour vrai, je vais y aller en cette direction dans ce combat-là parce que oui, Rodriguez, il y a comme des beaux finishes quand il gagne, mais c'est comme genre contre Marcin Prachnio puis Adam Milstead, puis tous des gars qui sont basically plus dans l'UFC, bien que Prachnio est encore là, mais après comme 3 défaites consécutives, je pense plus qu'il est vraiment là non plus. Donc non, c'est ça, j'ai pas confiance en Rodriguez encore, puis Ederman, c'est un gars que j'ai souvent douté, puis je me suis souvent trompé, fait que je vais juste y aller avec Ederman par décision ici. Et ça nous mène, le premier combat de la main card, ça va être un bon combat avec un Canadien, Kyle Nelson, qui affronte Billy Quarantillo, dans un style match-up qui n'est absolument pas à l'avantage du Canadien. Écoute, tu sais, Kyle Nelson, c'est un gars qui est assez dépendant sur le premier round. Un peu comme Hotman en Azator, mais vraiment moins pire. Là. Azator va tellement crazy au premier round qu'il se gasse out. Carl Nelson, c'est pas tant qu'il gasse out, mais c'est, on dirait, c'est un combattant qui est power-based. Fait que quand il est debout, il essaie de frapper sur l'adversaire très fort. Sinon, il essaie un peu de le refaire contre la cage pour le takedown, puis lui faire mal au sol avec son ground and pound, dans le but de le finir là ou d'avancer et d'aller chercher une soumission. Quand ça marche pas, quand son adversaire prend son power puis est capable de dealer avec, il a tendance à se décourager, on dirait, il a tendance à devenir moins confiant dans la cage pendant le combat. Puis c'est pas que il gasse out, il est encore là, il a encore de l'énergie, mais il a moins de confiance dans ses habiletés. C'est comme, on dirait, si son adversaire tombe pas, il se met un peu à douter, puis ça fait que
fait des erreurs assez magistrales, même comme celle qu'il a faite contre Matt Sells, où t'es complètement en train de virer la vapeur dans ce combat-là, puis il a fait une gaffe, puis il a perdu, puis écoute, regarde. Ça arrive, on espère qu'il a appris de ça, mais quand je regarde ce match-up-là de Billy Quarantillo, qui est le gars qui typiquement arrive, perd le premier round, mais se met en marche, puis c'est un combattant qui est agressif, qui lance beaucoup de volume debout, puis au sol aussi, travaille constamment. C'est quelqu'un qui ne va jamais arrêter 30 secondes de travailler pendant ce combat-là. Donc, qui a un style épuisant, fait que c'est comme le gars qui travaille sans arrêt puis qui va avec du volume partout contre la personne qui est un peu plus power base, puis que si son adversaire est tough, n'est pas capable de prendre ce qu'il lui donne, c'est pas un combat qui gagne. Comme disaient les deux gars que j'écoute dans le preview de Bloody Elbow, dans le fond, la façon dont Carl Nelson gagne habituellement n'est pas la façon dont Billy Quarantillo perd, mais la façon dont Carl Nelson perd est relativement la façon dont Billy Quarantillo a l'habitude de gagner ses combats. C'est-à-dire perdre le premier round, puis slowly but surely take over à partir du deuxième, puis gagner le deuxième et le troisième, puis se sauver avec la victoire comme ça. C'est ce que Billy Quarantillo a tendance à faire, puis c'est comme ça que Nelson perd ses combats souvent. Donc, Quarantillo par décision ici. Ça nous mène à la main card, flyweight, match nil, Tyson Nam. C'est pas compliqué. Match nil va gagner ce combat-là jusqu'à temps qu'il se fasse knocker. Match nil, c'est le gars qui est très offensif, agressif, qui fait des belles choses debout, bon boxeur, très bon submission fighter. C'est quelqu'un qui est capable de pull guard puis de choker en triangle là, comme ça. Puis, tu sais, il pourrait quasiment faire ça contre Tyson Nam, qui est genre le flyweight, pas super actif, mais qui va essayer quand même de mettre la pression, même s'il lance pas beaucoup, parce que la fois que tu vas te commettre puis que tu vas y laisser une ouverture, il va te frapper direct sur le menton, puis d'habitude, il passe des KO comme ça. Fait que j'ai Tyson Nam par first round KO. Je pense que c'est un combat que, comme je dis, Schnell va gagner, mais va gagner jusqu'à temps qu'il se fasse knocker. Ensuite, Sijara Eubanks, la toute grande, une de nos préférées, là, ever, affronte Julia Avila dans un combat que c'est genre check, là, la meilleure prospect de la division, pète donc Sijara Eubanks pour nous, s'il vous plaît, puis c'est ça qui va arriver, là, c'est une bully, Julia Avila, puis c'est une bully pas clean, genre, c'est une brawler, tu sais, une bully, ça implique souvent que quand ton adversaire fight back, tu fold. C'est pas le cas avec Julia Avila. C'est la genre de fille, elle va essayer de te bully, elle va essayer de te grinder contre la cage, d'être méchante avec toi, de séparer l'ender fluid punch, revenir dans le clinch, te take down, ground and pound. Très active, va beaucoup en volume, mais travaille constamment, puis elle veut que tout ce qu'elle fait soit désagréable pour toi. Elle veut te mettre dans des positions désagréables, elle veut que tu n'aies comme aucun plaisir à te battre contre elle. Et si elle a de l'adversité, c'est juste pire. Elle travaille juste plus fort. C'est pas quelqu'un que dès qu'elle a de l'adversité, elle fait oh là je sais pas quoi faire puis qu'elle fold un peu. Contraire, c'est tout ça. Puis si Sijara Eubanks, ben c'est un peu le genre de bully quand elle a de l'adversité, elle fold. Fait que je pense que c'est un clear cut pick si Julia Avila par décision. Parce que Eubanks c'est quand même tough, quand même difficile à finir, mais on l'a vu dès que. Moi, vraiment qu'elle a quelqu'un qui fight back, même si c'est Betch Correa, elle va littéralement perdre ce combat-là. Donc, un autre combat, probablement celui que j'ai eu le plus de difficultés à pick sur toute la carte, c'est chez les 155 livres, Matt Frivola contre Roosevelt Roberts. Pour vrai, je pense que c'est mon combat préféré sur la carte. Ça va être bon, puis c'est drôle parce que c'est comme à chaque fois, Matt Frivola a un petit step-up, mais dans la même catégorie de fighters, c'est-à-dire genre les lightweight de 6 pieds que quand Matt Frivola est vraiment plus sur le short side de la division. Ça l'aide par exemple parce que c'est un beau lutteur, c'est moins loin pour se le rendre aux jambes de ses adversaires. Mais tu sais, après avoir battu Jalen Turner, il y a comme eu un petit step-up en termes de grand slack qui va essayer de jouer une distance game en Luis Peña. Puis là, il a battu Luis Peña bien que par split decision. Je dirais très serré, mais une des split decisions les plus frustrantes pour moi parce que Luis Peña faisait juste comme il était en side control en dessous, il faisait juste aller chercher un genre de tie-up avec ses jambes et ses mains
alentour de Matt Frevola, puis il restait là, puis il était là genre ah, Jake, tu peux rien faire, sans se rendre compte que ben, il était quand même en train de passer 2 minutes et demie en side control en dessous, puis que même si il immobilisait son adversaire de là, il était pas en train de gagner. Là. Donc, un combat très frustrant, puis là, il a réussi à gagner ça. Donc, il y a comme le step d'en haut, qui est Roosevelt Roberts. Mais ce qui me gosse dans ce combat-là, encore une fois, c'est que Roosevelt Roberts, il est très très bon. Moi, c'est un des prospects que j'aime le plus chez les 155 livres, mais de plus en plus, je mets son ceiling plus bas, on dirait de combat en combat, même si des fois il gagne, parce que, oui, tu sais, il est comme très grand, probablement même trop grand pour être capable de faire 145 livres, mais il est juste pas vraiment fort physiquement. Puis c'est un gars qui veut être dans le clinch, qui veut lutter avec ses adversaires. Puis même contre un gars comme Frevola, que non, il est pas grand, mais il a l'air fort, puis il a l'air athlétique, puis explosif, puis il set bien ses takedowns. Puis j'ai l'impression que s'il se met dans un wrestling, si Robert se met dans un wrestling match contre un gars comme Frevola, ça me surprendrait pas que ça soit Frevola qui le push around, même si Robert c'est le genre de très grand gars qui il a l'air fort physiquement avec son body lock, mais pourtant il l'est pas, tu sais, quand on l'a vu contre Vince Special, c'était assez clair c'est qui était le plus fort physiquement des deux, même si Vince Special était clairement plus petit, clairement plus petit, mais plus thick, puis Frevola va être plus petit qu'un Pichel, mais tout autant thick, puis il va les essayer takedown, puis il va rentrer dans le pocket pour essayer de rendre ça dirty, puis de rendre ça un brawl, parce que Matt Frevola c'est un brawler quand même assez technique, qui est bien dans un brawl parce qu'il est capable d'aller chercher ses takedowns, il est capable de l'amener ses counters, mais ça reste un brawler, puis je pense pas que Roberts a la range game d'un Peña ou encore, tu sais, Jalen Turner est le meilleur range fighter des trois. C'est juste que malheureusement, il n'y a pas la grappling game d'un Peña ou d'un Roosevelt Roberts. Mais je pense que ce qui a rendu les combats avec Turner puis avec Luis Peña surtout très serrés, c'est le succès qu'ils ont eu at range. Puis je pense juste pas que Roberts peut avoir ce même genre de succès-là at range contre Frevola. Fait que j'ai Matt Frevola par décision ici. Ensuite, Bobby Green, Alan Patrick. Je suis dans ceux qui aiment vraiment ce qu'on a vu de Mr. Bobby Green dans ses derniers combats. Je m'attends à ce que ça soit un peu un genre de combat comme contre Clay Guida où Green va avoir des très bons moments de striking, spécialement dans la pocket parce qu'Alan Patrick est all the way in ou all the way out. Puis entre ces deux ranges-là, ne sait absolument pas quoi faire et est excessivement vulnérable. Fait que je pense que va souvent essayer de fermer le range sur Green, va se faire punir assez solidement en fermant le range, puis ne sera pas nécessairement, selon moi, incapable de l'out-wrestle non plus. Fait que j'ai Bobby Green par décision ici. Ensuite, Brock Weaver face à the aforementioned Jalen Turner qui arrive sur short notice, devait se battre la semaine dernière et puis n'a pas été en mesure à cause que son adversaire a attrapé la COVID. Donc il est comme resté à Vegas, puis là c'est Frank Camacho qui devait se battre dans ce combat-là. Ça aurait été hilarant parce qu'il aurait sûrement absolument knocké Brock Weaver très solidement, mais genre dans un brawl. Puis là, ça sera pas ça va être Jalen Turner qui va knocker Brock Weaver, mais pas dans un brawl, dans une performance où je le vois se servir de son jab, se servir des kicks rapides, mais surtout de son jab. Parce que je pense pas qu'il va vouloir trop s'exposer au takedown de Weaver, que c'est littéralement ce que Weaver va vouloir, puis la seule place où il y a vraiment peut-être une chance. Bien que j'ai aucune confiance en Brock Weaver, là. Pour être honnête avec vous, je pense qu'il y a plus de chances de se foutre la tête dans une guillotine en essayant un takedown que de vraiment avoir du succès avec ses takedowns face à Jalen Turner. Mais je pense que Turner va réussir à garder sa distance, bien servir de son jab, puis le sniper at range, puis un moment donné, il va te le sniper comme il faut, puis il va le finir. Fait que j'ai Turner KO, deuxième round. Ensuite, Brian Barberena, Anthony Ivy. Et c'est ce que j'ai vu d'Anthony Ivy à son premier combat, c'est juste ça qui a offert. Je pense pas que ça va durer bien longtemps son histoire. Brian Barberena aussi a eu de moins en moins de succès à ses derniers combats, mais écoute, regarde, j'ai pris une longue pause. Là. S'il revient puis il perd contre Anthony Ivy, on va pouvoir pas mal déclarer que c'est fini dans son cas. Donc pour cette raison-là, je vais aller avec Barberena par TKO. Troisième round. Sabina Mazo, Justine Kish, qui est célèbre pour avoir fait une quiche dans ses culottes quand elle s'est débattue contre Felice Herrig. Écoute, ma critique de Sabina Mazo, c'est que des fois, elle se met en marche vraiment trop tard.
Vraiment, vraiment trop tard, tu sais, dans des combats, puis c'est comme... Tu sais, tu viens de perdre genre 2 rounds contre Marina Moros, puis là, wow, shit, tu te mets en marche, là. Puis là, c'est-tu Marina... Je suis pas sûr que c'est Marina Moros. Des fois, ça fait une couple de fois, je dis des noms, puis là, après, je me rends compte que c'était pas ça, pas en tout, mais bref. Son premier combat, qu'elle a perdu sa seule défaite en carrière, je suis pas mal sûr que c'est contre Moros, là. Perd 2 rounds, ça met en marche au troisième round, pense pas de tuer son adversaire parce que c'est une excellente Muay Thai sniper elle avait qui a quand même un très bon range puis qui est capable de tout setuper en fonction qu'elle veut te péter un gros head kick dans la face et te finir ainsi. Mais tout s'en va vers là. Elle setup bien ces choses vers là. Mais des fois, elle prend trop de temps pour se mettre en marche. Heureusement pour elle ici, Justin Keach ne se met jamais en marche. Elle est là, puis elle land des strikes, puis elle est bonne debout, mais c'est jamais assez. Son output, c'est jamais assez. Puis pour cette raison-là, j'ai Mazo, parce que Mazo, au moins, finit par se réveiller un jour, contrairement à Justin Keach. Fait que j'ai Mazo par décision aussi. Je pense que Keach est assez tough pour pas nécessairement se faire finir, bien que quand tu te fais se taper un sale head kick en pleine gueule, ça se peut que tu te fasses finir aussi. Fait qu'on le sait jamais, mais Mazo décision, pour moi, est finalement le défenseur du Canadien de Montréal, Alexander Romanov, qui n'a pas eu la chance de faire ses débuts la semaine passée non plus à cause d'un test positif à la COVID de son adversaire, affronte un dénommé Roque Martinez qui vient de Guam, qui s'est battu chez Ryzen, puis qui a déjà perdu contre Krokop et Jake Yoon. Perdre contre Krokop, c'est pas si pire, contre Jake Yoon. C'était un combattant level UFC. T'essayes de pas perdre contre Jake Yoon. Fait que Alexander Romanov par first round TKO. Pour toutes les raisons que j'ai dit la semaine passée que contre Marcos Rogerio de Lima, là, c'est juste que t'as comme la moitié de ce que Marcos Rogerio de Lima est devant toi. Fait que je pense que Romanov est excessivement tic, bonne takedown game, capable d'amener le combat au sol puis de dominer ses adversaires. Fait que regarde, Romanov, first round TKO. C'est juste ça que j'avais à dire sur cette carte-là. J'ai sûrement beaucoup parlé pour rien parce que comme j'ai dit, il y a la moitié de ces combats-là qui vont être annulés encore à cause de la COVID après le weigh-in demain. Ou aujourd'hui, vu que vous écoutez ça vendredi, évidemment. Mais bon, regarde, qu'est-ce que vous voulez. C'est ça qui est ça. Fait que, ciao. Abonnez-vous à la chaîne. It's more like, vous savez, la patente. Fait que c'est ça. Ciao.